Journalistes passionnés par leur métier, de journalistes habités par un idéal professionnel, de journalistes qui soient les fantassins d'une bataille populaire au service du peuple, au service d'un droit fondamental qui est le droit de savoir. La démocratie, et ici vous êtes bien placés pour le connaître, pour le savoir, puisque tout le continent africain a posé cette question et continue à la poser de comment, par moment, les indépendances ont été confisquées. Et nous-mêmes, dans les pays qui se croient puissants, nous vivons des cours autoritaires de pouvoir qui sont pourtant issus des élections. Monsieur Trump a été élu aux États-Unis, Monsieur Bolsonaro a été élu au Brésil, Monsieur Erdogan a été élu en Turquie, Monsieur Poutine a été élu, mais aussi Monsieur Salvini en Italie, Monsieur Orban en Hongrie et bien d'autres. Or, tous ont en commun de penser que la démocratie, c'est simplement les élections. Il suffit que je sois élu, et après, on congédie le peuple. On lui dit de rentrer chez lui et d'attendre la prochaine élection. On demande au fond au peuple de choisir ses maîtres tous les 4 ans, tous les 5 ans, tous les 6 ans. Et pendant ces 4 ans, ces 5 ans, ces 6 ans, on congédie la démocratie. En fait, nous vivons une époque où il y a une vision pauvre de la démocratie. Comme si la démocratie, c'était simplement choisir des représentants. Eh bien non. La démocratie, c'est un système autrement complexe, autrement vivant, autrement subtil. Le droit de vote, les représentants, les assemblées, les gouvernements, c'est une traduction institutionnelle de la démocratie. Mais la démocratie, au départ, ce n'est pas cela. C'est comme une table. Le plateau, c'est les institutions. On vote. On choisit des représentants, il y a un pouvoir législatif, un pouvoir présidentiel. Mais si on veut que la table soit debout, il faut qu'elle ait 4 pieds. Et les 4 pieds sont plus importants que le plateau. Et c'est quoi les 4 pieds? Qui ont été les droits qui ont été proclamés dans toutes les batailles populaires, sous tous les continents, sous toutes les latitudes, avant qu'il y ait même le droit de vote, le droit de se réunir, de s'assembler, le droit de s'exprimer, et y compris de dire des opinions qui dérangent, qui bousculent, le droit de manifester, de faire vivre dans l'espace public des questions nouvelles, en disant on veut que ce soit à l'agenda, on veut que ce soit débattu, on va dans la rue pour le dire. Et puis, quatrièmement, le droit de savoir. Le droit de savoir tout ce qui est d'intérêt public. Comment puis-je voter si je ne sais pas? Comment puis-je me prononcer si je ne sais pas? Comment puis-je juger si je ne sais pas? Et donc, nous, journalistes, nous ne sommes pas simplement des femmes, des hommes qui choisissent une profession. Nous sommes requis par une exigence qui nous dépasse. Nous sommes au service d'un droit fondamental des citoyennes et des citoyens. Le droit de savoir tout ce qui est d'intérêt public. Notre responsabilité est là. C'est bien pour ça que nos chartes déontologiques disent que nous sommes d'abord responsables vis-à-vis du public.
et pas vis-à-vis de l'employeur, et pas vis-à-vis de l'État. C'est au public que nous devons des comptes. Nous sommes responsables de faire connaître au public tout ce qui est d'intérêt public. Tout ce qui est fait en son nom. C'est très important cette question. Et ce n'est pas une question ancienne. Vous voyez bien que c'est une question actuelle. Au début de la Révolution française, à l'été 1789, il y a eu une formule qui a été proclamée par le premier président du tiers-État, face à la noblesse et au clergé, face à l'Ancien Régime. Il a été le premier maire de Paris. C'est une formule curieusement oubliée, alors qu'elle est d'une modernité formidable. La publicité est la sauvegarde du peuple. Ce n'est pas la publicité d'aujourd'hui, hein. Ce n'est pas la publicité marchande, commerciale. C'est tout ce qui est fait au nom du peuple doit être public. Les assemblées doivent être publiques. Les délibérations doivent être publiques. Les discussions doivent être publiques. Le budget et l'utilisation de l'argent des impôts doivent être publics. Et tous les colporteurs de journaux, à l'automne 1789, quand il y a eu un bouillonnement, comme dans tout mouvement démocratique, un bouillonnement de la presse, avec, comme aujourd'hui, on pourrait dire des blogs, des journaux indépendants, citoyens, eh bien, les colporteurs avaient une médaille où il y avait marqué « La publicité et la sauvegarde du peuple ». Et au milieu de cette médaille, il y avait un œil, avec des rayons comme des rayons de lumière. L'œil, c'était l'œil du peuple. La justice doit être publique. Le débat doit être public. Je vais vous en donner deux exemples tout récents. Vous avez suivi la crise en Grande-Bretagne du Brexit, la sortie de l'Union européenne. Les opposants au Premier ministre Boris Johnson ont réclamé que soient publics tous les documents sur le Brexit, les conséquences du Brexit, les rapports faits sur le Brexit. Et ils ont mené une bataille pour exiger la publicité de ces documents. Vous suivez ce qui se passe aux États-Unis autour de Trump, l'impeachment. Jeudi dernier, les démocrates majoritaires au Congrès, pas au Sénat, à la Chambre des représentants plutôt, ont voté une accentuation de la procédure d'impeachment qui signifie quoi? Les auditions publiques. Plus de secrets et de huis clos. Que tout le monde puisse voir ce qui se passe. Vous voyez bien, je continue, que quand je dis que tout ça est au cœur de notre présent, dans quelques années, quelques décennies, peut-être quand nous ne serons plus de ce monde, on parlera de certaines personnes comme des héros malheureux, vaincus de ce que nous sommes chargés de défendre. Je pense, dans la diversité de leurs itinéraires et de leurs histoires, à Julian Assange, à Edward Snowden et à Chelsea Manning. Ce sont des personnes jeunes. Quand jeune hacker Julian Assange théorise cette idée de on a des pouvoirs très puissants, on a l'argent qui domine le monde, on a des puissances militaires très lourdes. Alors comment on va défendre les peuples? Pacifiquement. Il a cette idée, grâce au numérique, on va les bombarder d'informations. Comme le fou du roi qui disait « le roi est nu », on va montrer la vérité de ce qu'ils font. Et vous vous en souvenez, la première révélation de Wikileaks, c'est Collateral Murder. Cette vidéo en Irak,
où on voit l'assassinat de civils irakiens depuis un hélicoptère américain. Elle est toujours sur Internet. On entend les blagues des militaires américains et les civils. Il y avait deux journalistes irakiens travaillant pour l'agence Reuters et qui sont tirés comme au tir au pigeon, comme s'ils étaient des terroristes. Edward Snowden, il n'a même pas 27 ans quand il dit « Il faut que je montre l'envers de l'optimisme d'Internet ». On se dit qu'on communique tous avec ces machines, c'est formidable et c'est vrai, mais derrière, grâce à Snowden, nous avons appris que ces machines servent à nous surveiller, que les États nous surveillent, qu'au prétexte de la sécurité, c'est une surveillance généralisée. Et donc, pourquoi je vous parle de ces trois personnes? Julian Assange, vous connaissez son sort malheureux. Chelsea Manning est retournée en prison et Edward Snowden est en otage à Moscou. Ces trois personnes, dans quelques décennies, on en parlera comme les héros malheureux, encore une fois, de ce combat fondamental contre le secret indu, contre le fait que les puissants, qu'ils soient politiquement puissants par le pouvoir étatique ou qu'ils soient puissants par le pouvoir économique, s'arrangent hors du regard du peuple. Vous en avez une autre illustration qui est tout le combat sur ce qu'on appelle le secret des affaires. Bien sûr qu'il y a des entreprises et elles ont le droit d'une confidentialité de leur vie interne. Mais si elles mettent de l'argent dans des paradis fiscaux pour échapper à l'impôt, si elles utilisent de l'argent pour corrompre et obtenir des marchés, si elles font en secret des plans sociaux pour des licenciements, est-ce que c'est le secret des affaires? Non, c'est d'intérêt public. L'argent des impôts, c'est d'intérêt public. La corruption, c'est d'intérêt public. Les droits sociaux, c'est d'intérêt public. Le retour dans ce monde où la finance, où l'argent est très important du secret des affaires, c'est une façon de nous empêcher, là aussi, de savoir. Et c'est une bataille. Dans tous nos pays, c'est une bataille. Et nous-mêmes, en France, nous n'avons aucune leçon à donner. Nous n'avons pas en France l'équivalent américain ou anglais du Freedom of Information Act, un texte de loi fondamentale qui dit qu'il doit y avoir un accès automatique à ce qui est d'intérêt public, aux documents publics, à l'agenda du président. Regardez aux États-Unis, bien sûr que Trump ment, que Trump n'arrête pas de mentir, manœuvre, mais les parlementaires ont un levier pour obtenir des documents, obtenir la conversation dans le scandale ukrainien, obtenir le rapport du lanceur d'alerte de la CIA qui a dit le président est en train de faire des choses illégales avec un chef d'État étranger. Plus que jamais, dans le monde actuel, où nous avons au fond des élites sans frontières qui sont irresponsables, elles savent que la catastrophe est là. La catastrophe écologique, la catastrophe des inégalités. Et donc, ces élites sans frontières ne se sentent plus comptables du bien commun. Et du coup, elles ont tendance à brutaliser la démocratie, à la confisquer. Et donc, dans ce contexte, nous, journalistes, on retrouve l'idéal originel de notre métier. Le fait d'être fier de faire ce métier, d'avoir ce côté Robin des Bois pour le public,
de lui apporter des secrets confisqués. Et ça vaut dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement les grandes enquêtes, les grandes affaires, les grandes investigations. Comment est fait un équipement public? Est-ce qu'il y a eu un appel d'offres? Comment a été consulté les citoyens? Comment les questions qui surgissent de la société elle-même? Toutes ces questions-là sont au cœur de notre métier, par le reportage, par l'enquête, par ce journalisme de terrain qui ne regarde pas en haut, qui ne se dit pas ma légitimité, c'est ce que vont dire les puissants, ma légitimité, c'est ce que va dire mon public. Ceux qui me regardent à la télévision, ceux qui m'écoutent à la radio, ceux qui me lisent sur Internet ou dans un journal imprimé. C'est là que je retrouve ma légitimité. Et si vous connaissez Mediapart, c'est évidemment parce que Mediapart a incarné ça en France. Voilà le premier point que je voulais poser. Cette question du droit de savoir, cette question de la publicité comme sauvegarde du peuple. Le cœur de notre métier est là. Et c'est un droit, je le répète, plus important que le droit de vote. Si je ne sais pas, si je suis prisonnier des propagandes, des mensonges, des idéologies, je vais voter comme un aveugle. Et du coup, je vais voter pour mon pire ennemi, pour mon pire malheur. Voilà ce qui nous retient. Ce qui m'amène à mon deuxième point. J'ai dit la responsabilité vis-à-vis du public. Mon deuxième mot, après le mot publicité, c'est le mot valeur. Valeur. Nous sommes au cœur d'une révolution technologique qui est aussi commerciale, industrielle, culturelle, qui est formidable et dont cet instrument mobile, ça a 10 ans, ça. Hein, tout ça est récent. Hein. Le premier smartphone, c'est 2007. Donc, ça a une dizaine d'années. Et donc, nous sommes au cœur d'une révolution industrielle comme notre profession en a déjà connu deux. C'est la troisième de ce qu'on appelle notre modernité. Et à chaque fois, ça se traduit par une révolution du journalisme et par un changement dans les sociétés, dans leur rapport au temps et à l'espace. Je m'explique. La première, c'est fin XVIIIe siècle, début XIXe siècle, en Europe, à ce moment-là, qui est le cœur économique de la dynamique économique du monde à ce moment-là, de la domination, de l'exploitation aussi. Et le moteur technologique, c'est la machine à vapeur. La deuxième révolution industrielle, c'est fin 19e, début 20e siècle. Le moteur technologique, c'est l'électricité. Et ça va être augmenté avec les énergies fossiles et le pétrole. Pourquoi je vais si loin? C'est parce que si vous allez en arrière, vous voyez bien qu'à chaque fois, ça a changé le rapport au temps et à l'espace. L'espace se rétrécit et le temps va plus vite. Et à chaque fois, ça a été une révolution du journalisme. Au XVIIIe siècle, quand a lieu la Révolution française, les armées de Napoléon n'allaient pas plus vite que les armées romaines ou que les armées du royaume du Bénin pour essayer de ne pas être trop européocentrés. Et puis arrive la machine à vapeur, ben, qu'est-ce qui se passe? Le chemin de fer, on va plus vite. Deuxième révolution industrielle, eh bien, on va pouvoir communiquer avec des dépêches. On va avoir le fil des télécommunications. Et puis après, on va avoir la voiture. Et puis après, on va avoir l'avion.
Et puis là, aujourd'hui, on a le World Wide Web, WW, et nous sommes en temps réel, en temps immédiat. Nous pouvons savoir ce qui se passe à Pékin, à New York, partout. À chaque fois, ces révolutions industrielles ont été des moments de développement du journalisme et en même temps des moments de crise, de transformation. Quelle est la caractéristique de notre crise? Pour moi, c'est l'illusion de la gratuité. C'est le piège qui nous a été tendu. La gratuité publicitaire. Pensez que nous, notre métier, peut vivre simplement de la publicité. Le métier de journaliste pourrait vivre de la publicité. Cette erreur continue, elle est toujours là. Et c'est une erreur historique. On le savait quand la radio et la télévision sont apparues. La radio et la télévision, en effet, marchent sur l'accès gratuit. Et donc, elles sont financées par la publicité. Que s'est-il passé à ce moment-là? Tous les pays ont dit « il nous faut des services publics de radio et de télévision ». Car la logique commerciale de la gratuité publicitaire ne peut pas faire de la qualité. Il peut y avoir dans un média commercial un bon journal télévisé, de bonnes émissions d'information, mais ce ne sera pas le cœur du modèle économique de ce média. Un média gratuit publicitaire, quel est le cœur de son modèle économique? Ce n'est pas l'information, c'est le divertissement. Il faut du foot, du sport, il faut des concerts, des clips, de la musique, il faut des talk-shows où on fait du clash, où l'opinion remplace l'information. Pourquoi? Parce que c'est la course à l'audience. L'audience. Il faut le plus grand nombre possible. Il faut plein de gens. Et s'il faut plein de gens, eh bien, on va les rassembler par le plus petit dénominateur commun. L'information, ça prend la tête, ça divise parfois, ça bouscule parfois. C'est théorique ce que je vous dis, mais c'est très concret. Le modèle de la gratuité publicitaire dit audience, ça veut dire la masse, la foule, qui regarde dans la même direction. Et il peut y avoir des divertissements très sympathiques. Hein. Je suis pour aussi qu'on se fasse plaisir dans un bon concert ou un bon match. Mais ce n'est pas ça le modèle de notre travail. Nous, ce n'est pas le divertissement, c'est l'information. Et l'information, c'est pas la masse, c'est pas la foule, c'est pas l'audience. C'est une notion beaucoup plus importante. Le public. Construire un public. Vous voyez, on est tous là, on a des visages, on se présente, on a des noms, on n'est pas anonyme, on n'est pas une foule anonyme. On a une conversation, un échange. Une démocratie vivante, c'est la construction d'un public. Et donc, quand j'ai créé Mediapart, j'avais bien sûr l'idée de cet idéal du journalisme que j'ai toujours défendu, et que j'ai défendu dans les journaux où j'ai travaillé avant. Mais la particularité nouvelle, le pari nouveau de Mediapart, à une époque où personne n'y croyait dans le monde entier. Tout le monde disait l'information est gratuite sur Internet. Et moi, j'étais convaincu que ça, c'était la mort du journalisme de qualité. C'était la voie ouverte aux bêtes sauvages. Ne vous trompez pas.
au-delà des idéologies. Un Éric Zemmour est le produit de cette gratuité publicitaire. La haine, la xénophobie, l'islamophobie vont avec ce monde-là. Nous ne pouvons pas laisser dégrader le monde de l'information. Car le divertissement dont je parle là, c'est celui de la haine. C'est très bien de faire, et ça ne coûte pas cher, des talk-shows où il n'y a pas d'information. Je suis désolé, mais Canal+ est présent partout en Afrique avec M. Bolloré derrière. Ce serait peut-être bien de lancer un mouvement de boycott. Parce que c'est M. Bolloré qui vient d'embaucher Zemmour sur CNews. Pourquoi? Par conviction idéologique de M. Bolloré, je le pense, mais aussi pour ça. Pour diffuser cette folie. Il n'y a aucun rapport au réel dans ce que dit M. Zemmour, dans la violence de ce qu'il dit. Je suis un peu enflammé parce que je suis en combat contre ça et que ça me fait mal. Et donc, mais il n'est pas venu de nulle part. Dans un système où on dit, mais quelle est ta valeur? Ta valeur, c'est quelle information tu apportes. Quelle enquête tu as fait? Quel reportage tu as fait? Et si le critère c'est celui-là, mais M. Zemmour, il se retrouve au chômage. Et donc, cette bataille sur la valeur de l'information est une bataille essentielle. S'il y a une utilité dans l'histoire de l'information de Mediapart, au-delà des informations que nous avons apportées, c'est de montrer que c'était possible. Qu'on est parti à 25 journalistes en disant on va faire un journalisme de qualité, on va utiliser toutes les armes du numérique qui nous permettent de faire mieux notre métier, pas de formatage, des articles longs s'il le faut, des preuves documentaires en lien dans l'article, des vidéos, des sons, des PDF, un journal participatif, car Internet permet que le public réagisse. Mais on va le faire en disant, on va se tourner vers le public en lui disant, ce travail que nous faisons a une valeur. Valeur de la démocratie, valeur de l'information, valeur du public, et on va vous dire, payez pour ça. Et dans un meilleur rapport qualité-prix, c'est moins cher que d'acheter la presse papier. C'est le numérique. C'est une mémoire, le numérique, ce n'est pas l'oubli. C'est le lien hypertexte des dossiers, des documents. On peut retrouver l'archéologie d'une information. On peut se souvenir. Ce n'est pas le buzz superficiel. Et comme vous le savez, la réussite de Mediapart comme entreprise, c'est que ça a marché. Pas de subvention étatique, pas de mécène privé, on a pris notre risque. Et aujourd'hui, un journal en ligne qui a 170 000 abonnés individuels payants, qui est profitable depuis fin 2010, c'est-à-dire depuis 9 ans, et qui a même un taux de rentabilité qui est unique dans le secteur, qui est un taux de rentabilité de 18% du chiffre d'affaires. Lequel taux de rentabilité ne sert pas à enrichir des actionnaires, mais est réinvesti, puisque désormais, Mediapart n'a même plus d'actionnaires. Mediapart est la propriété d'un fonds à but non lucratif qui sanctuarise son capital pour préserver son indépendance. Donc voilà mon deuxième point très important. Je sais que c'est compliqué par rapport au coût de la vie ici, par rapport à la bataille sur le fait qu'une information doit être populaire et qu'on peut se dire que payer pour l'information, c'est un filtre social. C'est une contrainte par rapport à des personnes qui n'auraient pas les moyens. Je pense néanmoins, et y compris avec les nouveaux modes de paiement que vous avez sur le téléphone, etc.,
que cette bataille doit être menée ici même. Parce que c'est une bataille citoyenne. C'est une alliance entre le public et le journal. Je suis utile au public et mon indépendance, je la tiens du public. C'est le mot d'ordre que nous avons inventé à Mediapart. Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Qu'y a-t-il derrière? Un mot essentiel. Et ce sera mon troisième point. Le mot confiance. Confiance. Il y a une crise de la politique dans tous nos pays. On n'a pas confiance dans les partis politiques, dans les élus. On n'a pas confiance dans les représentants. Mais cette crise atteint les journalistes que nous sommes aussi. Car nous, il y a deux sens du mot représentation. Il y a « je te représente », tu m'as donné tes voix, donc je suis ton représentant. Mais il y a aussi « je donne à voir », je représente ce qui se passe, comme une mise en scène. Et donc, la crise de la représentation au sens politique atteint aussi le crédit du journalisme, le sentiment qu'ils ne sont pas indépendants, qu'ils sont les relais un peu serviles des pouvoirs. Et donc, nous devons reconstruire cette confiance, cette question de l'indépendance, où que nous travaillons. On est dans le service public de la radio-télévision au Sénégal, on est dans un média privé, on est dans un média indépendant comme la Maison des reporters qui est en train de se créer ou qui s'est créée là. Dans tous les cas de figure, les journalistes que nous sommes doivent se battre pour leur indépendance. Je n'ai pas fait Mediapart en me disant qu'il n'y aurait qu'un seul journal indépendant. J'ai fait Mediapart pour donner du courage à tout le monde, y compris à ceux qui doivent se battre contre les campagnes de haine au prétexte du journalisme dont je parlais tout à l'heure. Il faut se battre. Et c'est en se battant qu'on reconquiert la confiance du public. Pour terminer, Mediapart, au fond, c'est un laboratoire. Vous savez, comme on dit dans une université, il y a un laboratoire de recherche. Hein, on fait des recherches. Et nous, on a voulu vérifier une hypothèse. Vérifier que oui, c'était possible de faire vivre et de créer des emplois. On est parti à 25, aujourd'hui on est 90. On peut faire une entreprise profitable en faisant simplement du journalisme. Et aider, de ce point de vue, l'ensemble de la profession à se dire mais on peut retrouver confiance dans notre métier. La nécessité de l'investigation. Donner à voir ce que les pouvoirs cachent. Tous les pouvoirs. Vous savez, ne pensez pas que l'investigation, c'est seulement les grandes affaires politiques ou économiques. Je prends un exemple. La question des violences sexuelles, c'est de l'investigation. La question, nous, les hommes, notre aveuglement sur une très longue durée par rapport à notre domination sur les femmes. La révolution culturelle portée par une nouvelle génération de femmes est très importante de ce point de vue. Elle nous bouscule. Et comment on y arrive? On fait des enquêtes. Parce que c'est compliqué. Il faut plusieurs témoignages. Il faut convaincre les personnes de témoigner. C'est lourd parce que c'est souvent témoigner de quelque chose qui vous a blessé, si ce sont des violences sexuelles, qui vous a profondément humilié. C'est aussi de l'investigation. L'investigation vaut dans tous les domaines. Il y a une commune qui a des problèmes d'alimentation d'eau, par exemple, d'eau courante, ou de transport pour... Eh bien, ça se traduit, ça peut se traiter par de l'investigation. L'investigation, ce n'est pas quelque chose d'inatteignable. C'est simplement se poser les questions que le public se pose, être du côté du droit de savoir du public. Et donc, voilà ce que je voulais au fond vous dire, c'est
cette question de la publicité, cette question de la valeur et cette question de l'indépendance, condition de la confiance. Je voulais terminer en vous disant deux choses plus personnelles. Souvent, quand on critique le journalisme, et vous devez l'entendre ici, on dit « Ah, vous les journalistes, vous ne traitez que des mauvaises nouvelles. Vous ne traitez pas les trains qui arrivent à l'heure. Vous ne parlez que des trains qui déraillent. Vous devriez faire un journalisme positif. » Dans ces cas-là, vous avez, et vous pouvez avoir la citation sur un petit papier dans votre poche, vous avez quelqu'un que vous pouvez citer. Et c'est une histoire importante, car c'est ici même que cette histoire s'est faite. Ça se passe dans les années 20. C'est la France de l'Empire colonial, la France aveugle de sa puissance, et hélas, ces questions n'ont toujours pas été réglées, souvent dans la politique française. Il y a un grand reporter qui, à l'époque, était une vedette et qui faisait monter les tirages des journaux où il travaillait quand il allait faire un reportage. Il s'appelait Albert Londres. Et il va faire un reportage, on appelait ça l'Afrique occidentale française. C'est un petit Français convaincu que la France possède les Lumières et que c'est une civilisation supérieure, très fier. Il est très fier. Mais il est vraiment journaliste. Et il arrive ici, et qu'est-ce qu'il découvre? Dans des pays conquis et dominés par la France des droits de l'homme, il découvre le travail forcé. Il découvre la construction des chemins de fer avec un nouvel esclavage, avec des gens qui meurent au travail, avec des gens qui sont raptés, avec des gens qui ne sont pas nourris. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le raconte. Il le raconte. Dans un journal très grand public, ça s'appelle le Petit Journal, Petit Journal. Ça fait un scandale. Tout le parti colonial lui tombe dessus. Qu'un mauvais Français. Il n'a pas rendu service à l'œuvre de la France. Et là, son reportage paraît en livre, ça s'appelle Terre d'ébène, et il fait une lettre au ministre des colonies, Albert. Et il lui dit deux choses. Une chose très importante. Il dit, mais, monsieur le ministre, moi j'ai fini, c'est à vous de commencer. Il dit, attendez, ce que je vous ai mis là sous les yeux, si vous ne l'affrontez pas, si vous ne mettez pas fin à cette injustice, à ce crime, eh bien ces peuples, ils auront le droit de dresser nos principes contre nous. Et c'est ce qui s'est passé, évidemment, avec le retard des indépendances et parfois la tragédie, je pense à l'Algérie ou à Madagascar, des indépendances ou les répressions des mouvements des indépendances. Donc il dit quelque chose de politique. Il dit on ne peut pas proclamer des principes et ne pas les respecter. Et après, il parle en journaliste. Et il dit une phrase que vous devez toujours retenir quand on vous dira « Ah, toi, tu apportes des mauvaises nouvelles. » Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes dans un lieu d'enseignement. Comment une classe, un professeur l'a fait avancer? Pas en lui donnant des solutions. Il l'a fait avancer en lui demandant des exercices, des problèmes, en lui demandant de se prendre la tête, de travailler. Eh bien, d'une certaine manière, le journalisme est comme un instituteur de la nation. Il met des problèmes sur la table. C'est ça notre rôle. C'est pas d'apporter des bouquets de fleurs et de dire tout va bien. C'est de mettre des problèmes sur la table. Et la démocratie, c'est affronter les problèmes. Et il arrive que
en faisant ça, nous soyons malheureux. Nous mettons des problèmes sur la table. Nous révélons des injustices. Et puis, il ne se passe pas grand-chose. Ça ne fonctionne pas toujours. La société ne rebondit pas toujours. Les politiques ne réagissent pas toujours. Et ça m'est arrivé très souvent d'avoir ce sentiment d'impuissance. Et en même temps, ça fait son chemin. Et en même temps, un jour, c'est repris. Et cette patience-là, c'est un activiste dont vous connaissez peut-être de nom, de réputation, du Burkina Faso, du ballet citoyen. Il s'appelle Smoky. Vous avez probablement entendu parler de lui, qui, lors d'un débat qu'on faisait avec des confrères et des consoeurs africaines, m'a dit ça. Il m'a dit, vous savez, M. Plenel, vous les journalistes, votre rôle comme un chasseur, c'est de lever les lièvres. Vous levez les lièvres. Mais ensuite, c'est à la société de les attraper. Et il disait ça en me racontant comment, au moment du mouvement qui a amené au départ de Blaise Compaoré, ils avaient fait une alliance, le mouvement citoyen, avec de jeunes reporters, sur le détournement de fonds européens pour la construction d'une autoroute, qui n'était pas terminée, qui n'avait pas les bas-côtés stables, qui n'avait pas de lumière, et du coup, il y avait des accidents. Donc, ils étaient partis de faits divers. Des accidents, dont des jeunes qui, le retour, le vendredi soir, le samedi soir de fête, ou comme on disait de ma jeunesse, de surprise party, ont eu des accidents mortels. Et donc, ils ont essayé de comprendre pourquoi cette autoroute n'était pas terminée. Et ils ont découvert qu'une partie des fonds européens avait été détournée au profit du clan présidentiel. Cette révélation a eu un impact formidable. Comme quand Mediapart révèle que le ministre du Budget est un fraudeur fiscal, ça oblige à prendre conscience de l'importance de l'évasion fiscale, au-delà du cas personnel de M. Cahuzac. Comme nos révélations sur le financement des campagnes électorales, comme nos révélations qui concernent évidemment beaucoup votre continent sur la guerre en Libye. Ça fait son chemin et la société s'en empare. Voilà la première chose personnelle que je voulais vous dire. Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. C'est comme ça qu'on avance, en affrontant des problèmes. La deuxième chose, et cela a été dit en introduction, je voudrais vous dire aussi autre chose. Dans notre métier, nous devons être aussi la voix des minorités. Ça ne veut pas dire que les minorités ont toujours raison. Elles peuvent être excessives, démagogiques, mais il faut toujours écouter la voix des minorités. Ceux qui vous disent la démocratie, c'est la loi de la majorité, eh bien, ils ont, comme ce que je disais au début à propos du droit de vote, une conception pauvre de la démocratie. Parce que la majorité, c'est souvent ceux qui sont installés, ceux pour qui tout va bien. Vous savez, c'est la dialectique du paria et du parvenu. Moi, je m'en suis sorti, je suis le parvenu, j'ai fermé la porte. Et j'oublie que j'ai été un paria ou que mes parents ont été un paria. J'oublie d'où je viens socialement, culturellement. Et donc, nous devons faire surgir, non pas de manière naïve, au sens où on prendrait pour argent comptant ce que dirait tel ou tel activiste, mais nous devons faire surgir les questions que posent des minorités, qui ne sont pas forcément des minorités quantitatives. Je m'explique. La question sociale, par exemple, dans toute l'histoire de nos pays, la question des gens qui vivent que de leur travail et qui... Bon, la question qu'ils puissent être organisés, avoir des syndicats, etc. Très souvent, ils sont délégitimés, ils sont vus par les puissants comme une minorité. Ils ne sont pourtant pas une minorité. Et c'est en ce sens que,
avec Mediapart, nous avons pris très tôt cette position par rapport à... Et c'est terrible parce que nous nous sentons en effet impuissants puisque, hélas, l'islamophobie a continué à se développer, y compris au cœur de la parole publique et médiatique. J'ai publié pour les musulmans il y a 5 ans un livre qui aurait pu s'appeler « Pour l'égalité », pour les minorités, voire pour la France, telle qu'elle est. Je dis ça parce que la démarche de ce livre était celle-là. De considérer que si l'on accepte, en l'occurrence une minorité, de croyances, de culture dans un pays, soit blessée, stigmatisée au nom de ce qu'elle est, on met en cause les principes de tout le monde. On met en cause les droits de tout le monde, les libertés de tout le monde. Et donc, être à l'écoute de ce qui surgit de la société est très important. Et je voulais simplement vous offrir ça, parce que c'est ce que je voulais aussi partager ici avec vous. Je cite ce que j'ai écrit qui explique ma démarche et d'où je parle. Sous toutes les latitudes, le sort fait aux minorités dit l'état moral d'une société. Aussi ai-je écrit ce pour les musulmans de France, en ne doutant pas qu'ailleurs, dans des pays où la culture musulmane domine, d'autres pour s'écriront, en défense d'autres minorités, chrétiennes, juives, agnostiques, animistes, sans religion, non-croyantes, voire issues de l'islam lui-même, des sunnites prenant le parti des chiites et inversement. Au-delà de mon pays, j'écris donc contre cette guerre des mondes dans laquelle on veut entraîner les peuples en fabriquant des haines identitaires dont la religion est l'alibi. Mais je suis en France, j'y vis, j'y travaille, et c'est ici même que pour nous se joue ce sursaut des consciences. Jamais les crimes commis par de prétendus musulmans ayant eux-mêmes sombré dans ces guerres sans fin ne justifieront qu'en retour nous persécutions les musulmans de France. Jamais des dérives individuelles ou des conflits lointains n'autoriseront que dans notre pays, on en vienne à assimiler en bloc des hommes, des femmes et des enfants à un péril qui menacerait l'intégrité, voire la pureté de notre communauté nationale, au prétexte de leur foi, de leur croyance, de leur religion, de leur origine, de leur culture, de leur appartenance ou de leur apparence. Jamais les désordres du monde ne sauraient excuser l'oubli du monde. Merci beaucoup. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Monsieur Plenel, pour cet exposé vraiment très brillant, très enrichissant. Moi, je le ferai avec beaucoup de plaisir vous céder mon cours de sociologie du journalisme. Parce que tout ce que vous dites rejoint tellement ce cours que j'ai envie de vous... Si vous le voulez, bien sûr, je n'avais pas le temps. Je vous céderai ce cours. Je veux bien revenir. Avec plaisir, en tout cas. Donc, sans plus tarder, si vous avez des questions, s'il vous plaît, on va prendre une question par intervenant et on va regrouper les questions, après on va répondre. Pour permettre à tous ceux qui veulent poser des questions de pouvoir poser des questions. On commence par les dames. Et je vous remercie au passage d'avoir parlé de tout ce que les femmes subissent et de cette nouvelle révolution féminine qui est en train de se mettre en place. Et ça va faire comme Mediapart un très grand succès. Merci beaucoup. On va commencer par là, s'il vous plaît. Okay? Bonjour, je m'appelle Lucie Bagarala, je suis ici en 2e année. Alors, j'ai 2 questions. Tout d'abord, comment on fait pour juger une information et trop dangereuse que la publicité? Et la deuxième est, est-ce que vous comptez
bien collaborer avec des médias qui utilisent votre modèle, par exemple la maison de reporters. Moi, je m'appelle Babacar Fall, je suis journaliste de formation. Je suis venu hier de Saint-Louis, il y a très tard dans la nuit, juste pour pouvoir vous rencontrer. Je suis venu clipper. Ce matin, en venant, ma femme me dit, mais vous aimez ce monsieur-là, parce que vous êtes malade et vous allez à l'université. Je dis, bien sûr. Parce que, en fait, c'était aussi pour vous témoigner mon affection, mais surtout mon respect par rapport à votre parcours, par rapport à vos convictions, et par rapport aussi à tout ce travail-là que vous avez accompli jusque-là pour nous, peut-être jeunes journalistes. Je vous dis félicitations et surtout bravo. J'aimerais par ailleurs aussi vous poser quelques questions. En fait, c'est une réflexion que j'aimerais partager avec vous. Nous, jeunes journalistes, en fait, ça fait 4 ans, 5 ans comme ça qu'on est dans le métier. Et on a grandi avec certains jargons dans les métiers, dans les relations, mais aussi au niveau de l'opinion qui disent parfois tel journaliste il est pro telle personne. C'est avec des événements politiques. Je dis, ça a commencé avec Idrissa Seck, pour nous, jeunes journalistes. Bon, tel journaliste, il est pro Idrissa, tel autre, il est pro Idrissa, tel autre, il est pro telle personne, soit Karim Wade ou autre. Aujourd'hui aussi, on vit peut-être le même phénomène. Tel journaliste ou tel clan ou tel groupe de presse qui sont pro Ousmane Sonko, quelque chose comme ça. Aux yeux de l'opinion, et ces journalistes, par moment, ils deviennent pratiquement des ministres conseillers, des directeurs de cabinet ou autre chose. Aux yeux de l'opinion, ces personnes, c'est comme, par exemple une femme qui s'est dépigmentée. C'est une réflexion que je vais partager. Je passe le colon. Je le fais avec mes mots. D'accord, excusez-moi. Ce que je veux dire, la question c'est, j'aimerais vous entendre sur ça. Parce que pour certains, ces journalistes-là, ils sont vomis, c'est des journalistes qui ne doivent pas changer de métier. Pour d'autres, oui, tant qu'on n'exerce pas le métier, donc on peut aussi s'adonner à autre chose. Je ne suis pas au bout de ma réflexion. Je voulais vraiment expliquer et merci beaucoup. Oui. Voilà, je vous remercie. Pour parler aussi du Brexit, je voudrais vous dire quand même que grâce à Internet, je sais que l'Afrique du Sud a battu l'Angleterre en finale de rugby. Alors, moi j'ai hésité entre dormir et venir voir la moustache de M. Plenel. Mais du coup, j'ai décidé de venir voir la moustache. Je me rends compte qu'elle est réelle. Et en plus, ça dit le côté. J'avoue que je n'ai pas entendu du nouveau sur M. Plenel. Mais ça, c'est le fort de tous les gens qui ont des convictions. Ils se baladent avec leurs convictions partout et à tout moment. Donc, c'est heureux de voir encore des gens qui ont des convictions et qui n'ont pas de pensée à géométrie variable selon les circonstances où on en voit beaucoup aujourd'hui. Peut-être que même moi, je suis dans quelques petits problèmes cependant. La question de Zemmour. J'avoue que je suis très... Question de Zemmour et question du voile. Le voile, ma question c'est ceci. Si une chrétienne porte un voile, est-ce qu'elle viole les lois françaises? Parce qu'au fond, le voile, c'est un morceau de tissu qu'une personne se met sur la tête. Alors, le problème, c'est est-ce que c'est le morceau de tissu qui fait problème ou le regard que les gens portent sur la personne qui porte le morceau de tissu? Parce que finalement, il faudrait imaginer une situation où quelqu'un qui est chargé de réprimer une personne qui porte ce morceau de tissu ne sait pas si cette personne est musulmane ou pas. Quelle va être son attitude? Je vous dis, si moi, je porte une grosse croix, est-ce que je viole des lois sur le port de signe religieux étant entendu que je suis musulman? Et que pour moi, cette croix que je porte n'a pas de signification religieuse. Mais le regard de celui qui me voit avec ça c'est une question de Zemmour.
j'aimais dire une connerie, je m'en excuse, je suis fan de Zemmour et de Trump. Ce qui est quand même important. Parce que je suis fan des gens qui tirent à l'extrême leurs convictions et qui, par conséquent, dans un monde où ça marche, obligent les gens à voir que le monde n'est pas si parfait que ça et se donnent les moyens pour les combattre. Si ces gens n'existent pas, on a une sorte de rondonnement où tout le monde tombe pour tout le monde. Mais là, on a des écarts très clairs et je pense que c'est bon d'avoir des gens pour Trump et Zemmour. Si, à l'opposé, on a des gens qui sont capables aussi de répondre. Et c'est pourquoi je suis gêné quand les gens veulent lui interdire la parole. Parce que pour moi, interdire la parole à quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord, d'une certaine façon, c'est dire je n'ai pas d'argument contre lui. Et je ne vois pas les gens se poser un argument contre lui. Et ça, c'est vraiment le boycott de Zemmour me pose un problème de liberté d'expression et de capacité de répondre à Zemmour. Voilà, merci. Je vais déjà répondre. Je réponds déjà à ça, puis après, parce que autrement je vais oublier. Je commence par les deux dernières interpellations sur à la fois la liberté d'expression et sur la laïcité telle qu'elle est comprise dans une vision française, mais ce n'est pas qu'une affaire française, évidemment. Moi, je suis contre toute interdiction. Je ne crois pas qu'il faille interdire des opinions, fût-elles détestables. En revanche, je suis en désaccord avec vous sur cette façon de dire, mais au fond, ça m'intéresse. Trump, Zemmour pousse au bout des opinions, ça permet de voir jusqu'où ça peut aller. Je ne veux pas leur interdire de dire ce qu'ils ont à dire, je dis simplement que la responsabilité de notre métier, c'est de considérer que, justement, notre métier, c'est pas simplement de refléter des opinions. C'est la question du rapport à la vérité. Et c'est une question très, très importante et philosophique même. Au fond, il y a deux types de vérités. Il y a des vérités d'opinion. On en a tous. Qui peuvent être des vérités de préjugés, des vérités de conviction, des vérités de croyance, des vérités de raisonnement. Ces vérités-là ne sont pas menacées. Le cerveau humain va toujours créer des vérités. Certaines sont formidables, certaines peuvent être effroyables, certaines peuvent être émancipatrices, et puis certaines peuvent être destructrices, meurtrières. Bon, les vérités d'opinion, les vérités d'opinion. Et il y a un deuxième type de vérité qui concerne justement la question du savoir, de la connaissance, celle qu'on apprend dans des lieux de savoir, ou celle que nous, journalistes, parce que nous sommes une université permanente, c'est notre rôle, ce sont les vérités de fait. Petit v, pluriel, vérité de fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Combien il y a de micros sur cette table? Combien il y a de bouteilles? Combien nous sommes dans la salle? Qu'est-ce qui s'est dit précisément aujourd'hui? Les vérités de fait. Or, comme une philosophe l'expliquait, Hannah Arendt, dans un texte formidable qui s'appelle « Vérité et politique », en anglais « Truth and Politics », qui est une sorte de réflexion philosophique sur la responsabilité du journalisme, elle disait « Ces vérités de fait, qu'il s'agisse du présent, ou qu'il s'agisse du passé, or le présent est fait du passé aussi, elles sont beaucoup plus fragiles que les vérités d'opinion. » Et elle allait plus loin, elle disait, si nous acceptons un monde où il n'y a que les vérités d'opinion, les tweets de M. Trump ou les éructations de M. Zemmour, ma vérité contre la tienne, mon opinion contre la tienne, mon préjugé contre le tien, et très vite mon identité contre le tien.
ma culture contre la tienne, ma croyance contre la tienne, ma communauté contre la tienne. Dans ce cas-là, nous acceptons la guerre des mondes, la guerre de tous contre tous, pour qu'il y ait un débat d'opinion rationnel qui nous élève, qui nous cultive. Il faut que le débat d'opinion soit dans des conditions où les vérités de fait sont au cœur du débat d'opinion. On discute, mais on discute en s'étant accordé sur le fait qu'il y a des vérités de fait. C'est très important, sinon il n'y a plus de rapport au réel. Sinon il n'y a plus que de l'idéologie, que du mensonge. Si on suit les tweets de M. Trump, il n'y a plus de réalité. Quand il dit fake news aux autres, c'est lui qui est fake.